Out! Everyone out! Now! Run, you stupid bastard! It's going to explode! Munich, 1958. 23 victimes, dont certains des meilleurs athlètes de la planète. On avait un succès fou. On ne pouvait pas demander meilleur équipage pour transporter l'équipe de Manchester United. L'équipage n'avait pas dégivré les ailes. J'ai cru que j'étais mort. Un homme est blâmé pour la tragédie. C'est un terrible fardeau à porter. Ça l'a anéanti. Il redoublera d'efforts pour se disculper pendant plus d'une décennie. Deux nations se mesureront dans une âpre lutte pour faire la lumière sur l'une des plus horribles tragédies de l'histoire du sport. « 6 février 1958. Aéroport de Munich, Allemagne de l'Ouest. Un pilote britannique s'apprête à ramener des passagers hors du commun au bercail. L'équipe de soccer Manchester United. Dans les années 50, ce sont les athlètes les plus célèbres du monde. Everyone in the huge Wembley crowd, from the Queen to the oldest fan, is tense with excitement. Manchester United était l'équipe sportive la plus célèbre que ce pays avait connue. Je me suis joint à l'équipe en décembre 1957. Harry Gregg est le gardien de but étoile de l'équipe. On est monté à bord de l'avion, c'était un vol nolisé. On avait un succès fou. Après avoir disputé un match important en Yougoslavie, l'équipe a atteint la demi-finale de la prestigieuse Coupe d'Europe. L'avion devait faire escale à Munich parce qu'il n'avait pas suffisamment d'autonomie pour faire le trajet Belgrade-Manchester sans se ravitailler en carburant. Les 21 joueurs et membres du personnel voyagent avec Fast. Ils montent à bord d'un Airspeed Ambassador de la compagnie British European Airways, un luxueux bimoteur également surnommé Elizabethan. Le commandant James Stain a 36 ans. C'est un ancien pilote de la Royal Air Force aux états de service irréprochables. C'était un homme remarquable, honnête et respectable. Il avait une personnalité très forte. Le temps avait été maussade toute la journée. Après une chute de neige en matinée, la température avait grimpé juste au-dessus du point de congélation. Tandis que le commandant Tain termine sa préparation pour le vol, les jeunes athlètes s'installent confortablement pour rentrer au bercail. Leur directeur gérant Matt Busby avait la réputation de choisir de jeunes joueurs au sein de son équipe, ce qui leur valait le surnom de Busby Babes ou les bébés de Busby. C'était une équipe merveilleuse. Je suis fier d'en avoir fait partie. 11 journalistes sportifs bien connus du Royaume-Uni accompagnent l'équipe. Ils sont impatients de relater le dernier exploit des joueurs. Quelques Yougoslaves sont également à bord, à destination de l'Angleterre. L'avion compte 38 passagers. How's she looking out there? Oh, snow build-up's minimal. No need to sweep. Take us home. Happily. Le copilote Kenneth Raymond, 38 ans, est un as de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Il est également commandant à bord des avions Elizabethan. En fait, il a plus d'ancienneté que James Stain au sein de la compagnie. C'étaient deux pilotes très expérimentés. On ne pouvait pas demander un meilleur équipage pour transporter l'équipe de Manchester United.
C'étaient de bons amis. Ils étaient tous les deux commandants et ils volaient très souvent ensemble. Raymond et Tain ont décidé d'échanger leur siège pour ce vol. Port and starboard fuel cocks on, crossfeed off. Voilà qui enfreint le règlement de la compagnie. Le commandant doit toujours s'asseoir dans le siège de gauche, mais cette règle est fréquemment ignorée. Port and starboard levers 1 inch open. Throttles, port and starboard levers, 1 inch open. Carb air, port and starboard ram. Carb air, port and starboard wrap. Ignition boost switches off. Ignition boost switches off. Munich, 609 Zulu uniform. I am ready to take off. Beeline 609, your clearance expires at 3-1. Time now is 3-0. Cleared for takeoff. Right turn out. Thank you. Rolling. Sous une neige fine, avec une température avoisinant le point de congélation, Tain et Raymond amorcent leur décollage. Full power. Full power. Je lisais un bouquin qu'un gars m'avait prêté. L'avion s'était lancé sur la piste et j'ai jeté un coup d'œil par le hublot. Tout allait bien. Temperatures and pressures okay. 90. La vitesse de décollage prévue est de 119 nœuds. Abandon takeoff. Tout à coup, j'ai vu les roues se bloquer et se débloquer. Et l'avion s'est mis à déraper pour finalement s'arrêter légèrement de côté. Sorry about that. Engine fluctuating. 609, we are abandoning the takeoff. Tower, please say again. We are abandoning the takeoff. May we backtrack? Over. Engine boosting. I would think so, yes. Une suralimentation s'est produite. Ça arrivait avec ce type de moteur, un Bristol Centaurus, sur ce modèle d'avion. Il était sujet à ce genre de problème, surtout dans les aéroports situés à haute altitude. La poussée était parfois trop rapide. 609, clear to backtrack. L'appareil retourne au seuil de la piste pour une deuxième tentative de décollage. Je peux honnêtement dire que je n'étais pas très perturbé. C'était seulement une autre aventure pour un jeune homme. Et à ce moment-là, je n'avais pas peur de l'avion. Munich 609 Zulu uniform. When we get to the end of the runway, I should like to take off again. Is the clearance still valid? 609, your clearance is still valid. Ladies and gentlemen, we apologize, but we are heading back to try again. On a recommencé. Ils ont fait tourner les moteurs, comme d'habitude, et on a levé l'ancre. J'étais plus attentif cette fois. Un peu plus loin sur la piste, exactement la même chose s'est produite. Cette fois, c'est James Tain qui a interrompu le décollage. Encore une fois, quand je croyais qu'on allait s'envoler, j'ai vu les roues se bloquer, se débloquer, se bloquer. On s'est arrêté. The Munich 609 Zulu uniform. We are abandoning this takeoff as well. Roger. Clear to backtrack. Le pilote nous a dit... Sorry for that. We have a technical fault that we're now looking into. We're returning to the terminal for further checks. Nothing to be alarmed about, and we Hope to have you airborne shortly. Don't stray too far, boys. On est retourné dans l'aérogare. Et tout le monde est allé au bar. Bill Black, l'ingénieur de la tour de contrôle, s'est précipité pour aller voir ce qui se passait. Il est entré dans le poste de pilotage en leur demandant ce qui les empêchait de décoller. We've been getting a boost surge in the port engine. Up past 60 last time.
On leur a expliqué que c'était un problème assez fréquent à Munich avec les appareils Elisabethan en raison de l'altitude de l'aéroport et que ça n'avait rien d'inquiétant. Si ça se reproduisait au moment de mettre les gaz, on leur a conseillé de ramener légèrement le moteur en question, d'en réduire la poussée et de remettre la pleine puissance plus lentement. Passengers for BEA 609, please proceed to the tarmac. Les passagers ont quitté l'avion et en l'espace de 5 minutes, ils remontaient à bord. Ils étaient surpris d'embarquer si vite après 2 tentatives ratées de décollage. Si quelqu'un avait dit « c'est de la folie, on ne remonte pas », la plupart d'entre nous auraient été d'accord. Mais la nature humaine est ainsi faite, qui est assez courageux pour s'exprimer. Qui ose avouer qu'il a peur? À l'aéroport de Munich, le vol 609 de BEA se prépare pour une 3e tentative de décollage. L'avion qui transporte l'équipe de soccer Manchester United attire l'attention des gens qui se trouvent dans l'aérogare. Il ne faut pas oublier que c'étaient les Busby Babes, des gars qui riaient et s'amusaient sans cesse. Mais là, ils étaient silencieux. La tension était palpable. Le petit Johnny Berry a dit « On va tous crever ici ». Et Whelan a répondu « Si ça arrive, je suis prêt ». À ce moment-là, j'ai dénoué ma cravate. Ignition boost switches off. Ignition boost switches off. Wings still look good. No need to de-ice. Munich Tower, B-line 609 Zulu. Uniform, I'm ready to taxi, over. B-line 609, your clearance void, if not airborne, by 04, time now 02. Roger, understand. Valid till 04. Le commandant Tain ne dispose que de 2 minutes pour procéder au décollage. Si cette 3e tentative n'est pas fructueuse, ces célèbres passagers seront retenus à Munich. Munich 609 Zulu uniform is ready for takeoff. Roger. La piste mesure plus de 1900 mètres de long. Même si les pilotes prévoient une accélération plus graduelle, l'appareil devrait s'envoler à 1200 mètres du seuil. Pour la 3e fois ce jour-là, ils ont placé leur avion dans l'axe de piste. Ils ont demandé l'autorisation de décoller et ils se sont élancés. Full power. Full power. Temperatures and pressures okay. Port surging slightly. Quand il a senti une légère suralimentation, il a ramené doucement les manettes avant de remettre les gaz à fond. Full power again. Les 2 moteurs faisaient le même bruit pendant que l'avion roulait sur la piste. Tout semblait normal. The pilots know what they're doing, boys. Je me suis dit qu'il y avait des passagers plus effrayés que moi dans l'avion. 105. V1. La vitesse de décision, ou V1, est la vitesse maximale à laquelle le pilote peut décider d'interrompre le décollage. Il s'agit du point de non-retour. Raymond attendait que le commandant Tain annonce 119 nœuds, qui était leur V2. À 119 nœuds, l'avion peut prendre son envol. Pressures okay. Mais quelque chose ne va pas. Tout à coup, ils perdent de la vitesse. Christ, we're not going to make it! On n'entendait pas un cri, pas un hurlement, absolument rien de tout ça. De l'obscurité et de la lumière,
Des étincelles, du vacarme, des secousses. Ça ne se décrit pas. Ensuite, ça a été la noirceur totale. J'ai cru que j'étais mort. L'Elizabethan s'écrase contre une clôture avant de percuter un arbre, une maison et un hangar à essence à 300 mètres de l'extrémité de la piste. J'ai fini par reprendre mes esprits et je me suis mis à ramper vers le haut. Je suis sorti par un trou dans ce qui restait de l'avion. J'ai vraiment cru que j'étais le seul survivant. Tout à coup, j'ai entendu un cri. Out! Everyone out! Now! It's going to explode! Out! Everyone! Il a crié « Courez, bande d'idiots, ça va exploser !» Now the plane could explode! Come on! Go, 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 go! Run, you stupid bastard! It's going to... Et j'ai entendu les pleurs d'un bébé. Je leur ai crié de revenir. Come back, you bastards! There's people alive in there! Je suis retourné à l'intérieur et j'ai trouvé le bébé. Je me suis rendu de l'autre côté de l'avion et j'ai trouvé le patron, Matt Busby. Busby est vivant, mais il est en état de choc. Il avait une petite coupure derrière l'oreille droite, je me souviens. Mais ensuite, j'ai vu que son pied était complètement tordu. Je lui ai mis des trucs derrière le dos pour qu'il soit bien appuyé. Il n'avait pas l'air si mal en point. Harry Gregg sort les passagers de la carlingue les uns après les autres, vivants et morts. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quelques minutes à peine après l'écrasement, les secours arrivent de l'aéroport et des fermes avoisinantes. The co-pilot is trapped up there! Can you help him? Deux secouristes allemands grimpent sur l'aile pour dégager Kenneth Raymond de l'épave. Il est grièvement blessé. Il y a 21 victimes. 7 d'entre elles sont des joueurs de la Manchester United. L'entraîneur en chef, le secrétaire et le soigneur ont également péri. 7 autres membres de l'équipe ont subi de graves blessures. Le directeur gérant Matt Busby est dans un état critique. La Manchester United, l'une des plus prestigieuses équipes de soccer de la planète, est décimée. Cette merveilleuse aventure a malheureusement tourné au cauchemar. C'était un désastre aérien très médiatisé. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne datait pas de si longtemps et on avait 2 pilotes qui étaient au service de la Royal Air Force pendant la guerre. Comme on le sait, Munich était le berceau du parti nazi. C'était évident que les gouvernements britanniques et allemands allaient se montrer méfiants l'un envers l'autre. Le 6 février à 22 h, 6 heures après l'écrasement, le responsable de l'enquête arrive sur les lieux. Hans Reichel était l'enquêteur en chef sur les accidents de l'Allemagne de l'Ouest. Il avait de l'expérience, il était âgé de 57 ans. Il avait été pilote pour la compagnie nationale Lufthansa. C'était un pilote compétent. Il n'avait jamais enquêté sur un accident international d'une telle envergure. Steve Moss est un expert en écrasement d'avions. Il revoit l'épreuve en y jetant un regard du 21e siècle. Il est arrivé à Munich sous-équipé, de toute évidence. À un tel point qu'il a dû emprunter de l'équipement aux journalistes pour commencer son travail. Il a tout de suite envisagé l'hypothèse d'une accumulation de glace sur les ailes. Il a vérifié et c'est ce qu'il a constaté.
The wrecked aircraft was covered by a layer of snow about 8 centimeters thick. This could be brushed aside with the hand without difficulty. Under this, there was a layer of ice, frozen firmly onto the surface of the wing. Here. Hans Reichel remarque que les seules surfaces exemptes de glace se trouvent près des moteurs. Il présume que l'aile en entier était recouverte de glace avant l'écrasement. Au cours de la tentative de décollage, les hélices auraient projeté la glace vers l'arrière. Au lendemain de la tragédie, les enquêteurs examinent les lieux de plus près, notamment les marques de pneus qui s'étendaient sur 50 mètres jusqu'à l'extrémité de la piste. Les marques au sol montraient que l'avion n'avait jamais pris son envol. Cette information a certainement alimenté les soupçons de Reichel sur le rôle de la glace sur les ailes. Manchester, from the moment the news came through, was a city in mourning. While millions wait anxiously for news of the seriously injured men, the hospital staff work day and night to save them. Matt Busby was their worst problem. For 2 days, he lay between life and death with one of his lungs completely deflated. Then came the welcome news. Matt was off the danger list. 6 des 7 joueurs blessés s'en sortent. Mais l'équipe perd l'une de ses plus grandes vedettes. Duncan est mort. Duncan est mort 10 jours plus tard. Encore aujourd'hui, Duncan Edwards est considéré comme l'un des plus grands joueurs de soccer de l'histoire du Royaume-Uni. Le copilote Kenneth Raymond meurt des suites d'une lésion cérébrale. James Stein se retrouve seul pour affronter la tempête. Well, you see, on the first takeoff, we weren't completely satisfied with the engines. La moindre bribe d'information faisait la manchette. C'était incessant. Ça a dû être très difficile pour lui. 2 jours après l'écrasement, l'enquêteur Reichel interroge le commandant. After the accident, we established that the starboard wing had a layer of rough ice on it. The region of the propeller slipstream was free from ice. When I walked out of the aircraft on the first attempt, I could see the snow thawing on the wings and count the ribs of the aircraft. What did you say was the cause of the accident? My personal feeling is that there must have been a large quantity of snow built up at the end of the runway. Why were you sitting in the right-hand seat? Les gens se sont livrés à des spéculations avant même le début de l'enquête. 2 mois après l'écrasement, en avril 1958, une enquête officielle s'ouvre en Allemagne. Shall I begin? D'entrée de jeu, l'enquête allemande a pris la tournure d'un procès, avec un accusé qui devait prouver son innocence. James Stein a tout de suite compris ce qui se passait. Il était dans le pétrin. Hans Reichel ne se préoccupe que de l'accumulation de neige sur les ailes et de la décision de ne pas dégivrer du commandant Taine. Reichel n'avait qu'une seule idée en tête, la glace et encore la glace. La température avoisinait 0 degré l'après-midi de l'écrasement. Ce n'est pas suffisamment froid pour que la neige se change en glace. Taine a vu de l'eau s'écouler du bord d'attaque. Il savait que la neige fondait et qu'il n'avait pas besoin de dégivrer l'appareil. Mais les experts allemands notent que l'avion Elizabethan venait tout juste d'atterrir d'une altitude de 7600 mètres, où la température avait chuté à moins 25 degrés Celsius. Ils en concluent que la neige qui tombait sur les ailes gelées s'est immédiatement changée en glace. Taine réfute cette hypothèse. Il affirme qu'il a dégivré les ailes pendant la descente en direction de Munich. Ainsi, les ailes étaient plus chaudes que l'air et non plus froides. James Stein semble avoir réponse à tout, mais il ignore encore qu'Hans Reichel s'apprête à déposer un élément de preuve controversé qui bouleversera le cours de l'enquête.
L'enquête du gouvernement allemand sur la tragédie de Munich prend un tournant décisif avec la présentation d'une simple photo instantanée. C'était une preuve tangible potentielle. Parce qu'à première vue, en regardant la photo, on voyait une zone blanche sur les ailes. Tout portait à croire qu'il s'agissait de neige ou de glace. Tous les autres avions ayant quitté Munich ce jour-là ont été dégivrés, hormis l'Elisabethen. Aux yeux de l'enquêteur Hans Reichel, la négligence de l'équipage à cet égard est la cause principale de l'écrasement. Apart from this icing, I could find nothing which might have been a cause for the accident or to have contributed to it. Quant à la maison à l'extrémité de la piste, c'était une question importante parce que l'avion l'avait percuté. L'impact et l'explosion subséquente ont alourdi le bilan de la tragédie. Mais les autorités allemandes apprennent que la maison était située à une distance acceptable de l'aéroport, conformément au règlement. Les enquêteurs s'interrogent sur le rôle éventuel de la suralimentation des moteurs dans l'écrasement. Mais cette hypothèse est rapidement écartée. Le problème de suralimentation n'avait rien à voir avec l'accident. L'un des moteurs comportait un enregistreur de vol rudimentaire qui a montré que la puissance des moteurs était largement suffisante pour que l'avion prenne son envol. En mars 1959, un an après la tragédie de Munich, le gouvernement allemand dépose son rapport officiel. L'entière responsabilité de l'accident est attribuée au commandant James Stein. La glace. La glace sur les ailes qui, selon eux, était là avant l'accident. C'est simple. L'enquête allemande laisse également entendre qu'en acceptant de changer de siège, le commandant Taine aurait semé la confusion sur le rôle de chacun des pilotes. Ils ont conclu que le commandant Taine était le seul responsable de la mort de 23 personnes. C'est un terrible fardeau à porter. Les journalistes aiment pouvoir désigner un coupable. Et dans ce cas-ci, ils l'ont dépeint comme le méchant, en quelque sorte. Il a été traité durement. Il a servi de bouc émissaire. Un an s'est écoulé depuis la catastrophe aérienne et la réputation de James Stein est ruinée. L'ancien officier de la Royal Air Force et pilote professionnel accompli est désormais fermier. La tragédie de Munich le hante sans répit. Je me souviens d'avoir entendu ma mère et mon père en parler pendant de longues heures, parce qu'il était profondément convaincu qu'un facteur externe avait perturbé la course au décollage. Taine est persuadé que ce n'est pas la glace sur les ailes qui a provoqué l'accident. Il décide de mener sa propre enquête. Mon père était un homme courageux, d'une grande intégrité. Il était bien décidé à trouver la véritable cause de l'accident. Mais en 1959, il n'a que très peu d'outils et de données à sa disposition. Si ça se produisait aujourd'hui, un avion de cette taille aurait des enregistreurs de données de vol et de conversation dans le poste de pilotage. Si on détenait ces informations au sujet de l'accident de 1958 à Munich, la cause de l'écrasement n'aurait fait absolument aucun doute. L'avion a atteint une vitesse de 117 nœuds avant de ralentir brusquement. La glace sur les ailes ne peut expliquer cette soudaine perte de vitesse. Mais James Stein estime avoir trouvé le coupable, la véritable cause de l'accident. La neige fondante qui recouvre la piste. C'est comme si vous rouliez sur une chaussée sèche en hiver et que tout à coup, vous tombez sur de la neige fondante. L'expert en aéronautique canadien Terry Townsend se spécialise en contamination de pistes.
La neige fondante augmente immédiatement la résistance sur le véhicule. C'est ce qui est arrivé à cet avion. Selon James Tain, la neige fondante n'a pas causé de problème aux autres avions ce jour-là parce qu'ils ont décollé sur les 2 premiers tiers de la piste. Comme l'Elizabethan a accéléré plus graduellement pour compenser la suralimentation des moteurs, il s'est avancé plus loin sur la piste, où il y avait une couche de neige fondante. La présence de neige fondante exigeait davantage de puissance. Tain apprend que 9 ans auparavant, un avion de la Trans-Canada Airlines avait raté son décollage sur une piste couverte de neige fondante à Vancouver. Les recherches montrent que seulement 5 cm de neige fondante suffisent pour empêcher un avion d'atteindre sa vitesse de décollage. L'hypothèse de la neige fondante a été écartée par les enquêteurs allemands qui persistaient à désigner la glace sur les ailes comme seule cause de l'accident. Mais au fil de son enquête, le commandant Tain découvre une grave omission. La campagne que mène le commandant Tain pour rétablir sa réputation exige de prodigieux efforts et un peu de chance. We quite fortuitously came across a witness who had made an inspection of the wreckage immediately after the accident. Karl-Heinz Seffer est arrivé sur les lieux parmi les premiers. Il a grimpé sur l'aile pour dégager le copilote Kenneth Raymond de l'épave. Les enquêteurs l'ont interrogé. Ich kletterte über den rechten Flügel hinunter. Mir fiel kein Eis am Rumpf oder am Flügel auf. Ich trug Gummistiefel. Da war kein Eis, sonst wäre ich ausgerutscht. But when this report was read out to the first German Commission, only part of it was read out. That part which included the evidence that he couldn't find any ice was left out. C'était un coup monté orchestré pour que Tain soit le bouc émissaire. Il voulait que ce soit la glace sur les ailes et non la contamination de la piste. Et ce, malgré les récits des témoins de la tour de contrôle qui corroboraient la thèse de la neige fondante. Beeline 609, your clearance expires at 3-1. Time now is 3-0. Les témoins les plus importants ont vu l'avion s'élancer normalement. À peu près au milieu de la piste, ils ont vu le nez se relever, ce qui est tout à fait normal. Mais étrangement, le nez de l'appareil s'est abaissé, ce qui ne doit pas se produire, bien sûr. Or, les récits de ces témoins oculaires sont passés sous silence lors de l'enquête. C'est tout de même révélateur qu'on ait cité comme témoins les contrôleurs aériens stagiaires, tandis qu'aucun contrôleur expérimenté n'a témoigné. Le directeur de l'aéroport de Munich est le seul à avoir témoigné au sujet de la neige fondante. Il prétend qu'elle avait moins d'1 centimètre d'épaisseur lorsqu'il a inspecté la piste. La neige fondante est difficile à mesurer parce que son épaisseur varie considérablement le long de la piste. On peut en avoir 1 centimètre quelque part et 10 centimètres un peu plus loin. Il faut s'assurer de prendre plusieurs mesures pour obtenir une moyenne représentative. Les conclusions de l'enquêteur Reichel sur la glace recouvrant les ailes sont également remises en question. Selon lui, elle était présente avant le décollage, parce que seules les zones derrière le souffle des hélices étaient dégagées. L'origine de la réfutation de cette hypothèse est inattendue. Il s'agit de la femme du commandant Tain. C'était une femme admirable. Elle a été l'une des premières femmes diplômées avec mention très honorable en chimie, physique et mathématiques de Bristol. Chimiste qualifiée, Ruby Tain s'intéresse à l'importante quantité de produits chimiques extincteurs projetés sur l'épave en flammes. Elle y a longuement réfléchi et elle a obtenu un échantillon de la poudre des extincteurs. C'était du bicarbonate de sodium, qui est en fait de la banale poudre à pâte. Elle en a versé sur le métal de la voiture pour simuler une aile d'avion. Elle a découvert que, mélangée à de la neige et de l'eau, cette poudre gelait à une température plus basse que celle enregistrée à Munich ce soir-là.
Les pompiers ont dirigé leurs tuyaux principalement sur les moteurs. L'expérience de Ruby pourrait donc expliquer pourquoi la glace ne s'est pas accumulée près des moteurs, mais qu'elle s'est accumulée sur le reste des ailes au cours des heures suivant l'écrasement. Avec les récits des témoins oculaires et des preuves scientifiques convaincantes, une nouvelle version des faits se dessine. S'il y avait de la glace sur les ailes, le commandant était responsable de l'accident. S'il y avait de la neige fondante sur la piste, c'était la responsabilité de l'aéroport. James Stein présente les nouveaux éléments de preuve aux autorités allemandes. Elles refusent de rouvrir l'enquête. It's nonsense. En 1961, la BEA congédie officiellement James Stein, essentiellement pour avoir violé le règlement de la compagnie concernant l'échange de sièges des pilotes. Ils l'ont renvoyé. Ça l'a anéanti. Il avait effectivement enfreint un petit règlement, mais il n'était pas le seul à le faire. La BEA ne voulait plus de lui dans ses postes de pilotage. Bonjour, ici James Stein, votre commandant. Je suis responsable de la mort de 23 personnes à Munich en 1958. Ce n'était pas possible. Il a été condamné par commodité. Peu importe de qui il s'agissait, il leur fallait trouver un coupable. La perte de son emploi renforce la volonté de Stein de se disculper. Il rédige de multiples lettres au gouvernement britannique et allemand en les pressant de relancer l'enquête. En 1965, ses efforts portent fruit. Les autorités allemandes acceptent de réviser l'enquête sur la tragédie de Munich. Au début, la deuxième enquête allemande leur a donné une lueur d'espoir. Et cet espoir est alimenté par de nouvelles études. La Royal Aircraft Establishment britannique a étudié les réactions d'un avion Elizabethan sur la neige fondante. Ils ont versé de la neige en variant son épaisseur sur la piste avant de simuler le décollage d'un avion Ambassador. Les résultats étaient alarmants. À chacun des essais, l'avion décélère de 117 nœuds à 105 nœuds, bien en dessous de la vitesse de décollage. Il s'agit précisément de la perte de vitesse rapportée par Stein. We're hoping that when the Germans have considered, if they consider all the relevant evidence, we shall get them to reach the conclusion that the aircraft accident was due to slush on the runway and not ice on the wings. Au cours des 2 jours d'audience, Hans Reichel ne se laisse toutefois pas ébranler par les nouvelles preuves. Au lieu de réhabiliter Stein, il le condamne davantage en affirmant qu'en changeant de siège, le commandant a empiré la situation. The differing assessment of the situation by the two pilots probably increased the severity of the accident. Christ, we're not going to make it! Comme enquêteur, je ne vois aucune raison technique permettant de dire que l'échange de sièges a joué un rôle dans l'accident. Les conclusions accablantes de la commission de révision allemande portent un coup terrible à Stein. Le gouvernement britannique et la compagnie aérienne savaient que c'était un coup monté et ils n'ont rien fait. Mais dans un revirement de situation inespéré, Stein aura enfin une autre chance. Grâce au politicien le plus puissant de Grande-Bretagne. $100,000 expectant fans packed the stands to see great football. The Busby Babes were raring to go. En 1967, Harold Wilson est premier ministre du Royaume-Uni. Après un match de la Manchester United, il fait une déclaration qui déclenche une tempête médiatique. Il affirme que James Stein est victime d'une injustice. La bataille continuait. Harold Wilson savait que Stein était innocent et il a fait bouger les choses. La question a été débattue à la Chambre des communes et l'enquête la plus minutieuse jusque-là a été ouverte.
En 1968, les enquêteurs britanniques tentent de déterminer laquelle de la neige fondante ou de la glace sur l'aile est responsable de la tragédie de Munich. Leurs conclusions remettent en question l'exactitude des deux rapports d'enquête allemands. Une analyse photographique montre que le blanc sur les ailes n'est pas de la neige, mais le simple reflet de la lumière sur la surface mouillée. Une nouvelle photo a été prise à partir du négatif original. Et les marques sur l'avion étaient apparentes. Il ne pouvait pas y avoir de glace. Sans compter que 3 experts distincts déterminent que les 5 mm de glace sur les ailes mesurés par Hans Reichel n'auraient pas suffi pour empêcher le décollage. Je ne vois pas comment une couche de glace de 5 mm d'épaisseur pourrait avoir provoqué la décélération de l'avion. L'enquête britannique prend alors une tournure spectaculaire avec l'apparition d'un témoin clé, le pilote Reinhard Meyer, l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Ich ging hin und untersuchte den Flügel des Flugzeugwracks und bemerkte nichts in der Art von Frost oder angefrorenen Ablagerungen, nur schmelzenden Schnee. Ils ont appris qu'il avait expliqué personnellement à Reichel ce qu'il avait vu. J'ai vérifié s'il y avait de la glace quelques minutes après l'écrasement, mais il n'y avait que de la neige fondante. Tout le monde était abasourdi. Reichel ne donne pas d'explication pour ce mensonge flagrant. Il n'était pas capable de se rétracter et de dire qu'il s'était trompé. La neige fondante sur la piste devenait l'erreur des autorités allemandes et ils en refusaient la responsabilité. En mars 1969, 11 ans après l'écrasement, le gouvernement disculpe James Stein. Well, of course, my family are very pleased indeed. La vérité était enfin sortie. Il était vraiment très heureux d'être blanchi dans son pays. Mais la BEA ne le réembauchera pas. Le commandant Taine n'a plus jamais piloté. En Allemagne, Hans Reichel et les autorités aéroportuaires ne l'ont jamais disculpé. D'après moi, ce stress, cette pression et cette angoisse l'ont fait mourir jeune. Il avait 54 ans. La tragédie a fait 23 victimes et le commandant Taine en est la 24e. 10 ans après la tragédie qui a fauché la vie de 8 de ses joueurs, la Manchester United devient la première équipe anglaise à remporter la Coupe d'Europe. Une coupe qu'ils auraient pu gagner en 1958 si une catastrophe aérienne n'avait pas dévasté la plus grande équipe de soccer que la Grande-Bretagne avait connue. Harry Craig a joué pour la Manchester jusqu'en 1967. Âgé de plus de 70 ans, il préfère ne garder que les bons souvenirs. Je ne pense pas à l'accident. Je pense à ce groupe de merveilleux jeunes garçons fougueux, de bons journalistes, de grands entraîneurs. C'était fantastique. Grâce au commandant Taine, l'aviation moderne est consciente des effets dévastateurs de la neige fondante. Le problème est connu aujourd'hui. Et selon moi, c'est une conséquence directe de l'accident de Munich. Les autorités aéroportuaires abordent le problème d'une façon complètement différente. En menant sa lutte acharnée, il a probablement sauvé un nombre incalculable de vies, davantage que celles perdues à Munich. Et pour ça, il mérite toute notre admiration. Ma mère m'a toujours dit que c'était un homme d'une intégrité sans faille. Il m'a écrit cette dédicace dans un livre. La différence entre ce qui est impossible et possible est une simple question de détermination.
Un 737 se dirige vers la Nouvelle-Orléans et la descente est loin d'être paisible. Les turbulences étaient plutôt fortes. Un orage violent surprend l'équipage. L'énergie dégagée est aussi puissante que celle d'une bombe atomique. Tous les voyants se sont éteints et les alarmes se sont déclenchées. Sans pousser, l'appareil ne peut rester en vol. Terrifiés, les 38 passagers savent qu'ils risquent de s'écraser d'une minute à l'autre. À moins que l'équipage ne réussisse l'un des exploits les plus surprenants de l'histoire de l'aviation commerciale. À 9000 mètres au-dessus du golfe du Mexique, un tout nouveau Boeing 737 traverse un orage accompagné de grêle. Vamos a tener mal tiempo por un buen rato. TACA Airlines est une petite compagnie aérienne familiale basée au Salvador. Le vol 110 à destination de la Nouvelle-Orléans a quitté la ville de Belize City il y a moins de 2 heures. Parmi les 38 passagers, personne n'est plus impatient de rentrer aux États-Unis que Lee Burmeister. J'étais au Costa Rica depuis un mois. Quand j'ai fait une crise d'appendicite, on m'a opéré dans un petit village. Et j'ai eu très peur. Je dois avouer que j'avais vraiment hâte de rentrer chez moi. Les conditions atmosphériques se sont nettement dégradées depuis le décollage. Quand on a quitté Belize City, le soleil brillait. Et tout allait très bien. Ça a été soudain. Le ciel était dégagé, mais il est devenu complètement noir, en plein après-midi. L'avion survole le golfe du Mexique au mois de mai. Durant cette période de l'année, les conditions météorologiques sont souvent imprévisibles. De violentes tempêtes peuvent se former en quelques minutes. Les orages entraînent différents phénomènes atmosphériques, dont des fortes pluies, de la grêle, la foudre, des micro-rafales, des cisaillements de vent et du givrage fort. L'énergie dégagée est aussi puissante que celle d'une bombe atomique. C'est une quantité astronomique d'énergie. L'équipage dispose d'un radar de bord pour détecter les violentes tempêtes et les contourner, mais la technologie a ses limites. Le radar météorologique de bord utilise la bande X, mais la longueur de ces ondes est limitée, tout comme sa puissance. Ces radars ne captent pas certains éléments tels que la grêle. Même s'il y a des précipitations de grêle dans la tempête, le radar météorologique peut montrer une zone verte ou jaune au lieu d'une zone rouge d'orage violent. C'est pour cette raison que les pilotes tentent toujours de s'éloigner le plus possible des orages. Le commandant de bord, Carlos Dardano, âgé de 29 ans, est né pour voler. Il fait partie de la 3e génération d'une famille de pilotes. Tout petit, je rêvais de devenir pilote et de voler partout dans le monde. Mais le commandant Dardano a dû surmonter plusieurs obstacles pour réaliser son rêve. 6 ans plus tôt, en 1982, il était pilote pour une petite compagnie aérienne. Je pilotais un avion taxi à travers le pays. Le Salvador est en pleine guerre civile et Carlos Dardano en est une victime. J'étais sur la piste gazonnée d'un petit aéroport quand les guérilleros m'ont tiré une balle en plein visage. Blessé grièvement, il arrive tout de même à mener ses passagers en lieu sûr. J'ai décollé, puis j'ai gardé une basse altitude. On a volé pendant 20 minutes avant d'atteindre l'aéroport principal. Le coup de feu lui a fait perdre son œil gauche. La balle a pénétré ici, puis elle a traversé comme ça.
Dardano n'abandonne pas son rêve pour autant. Malgré sa vision affaiblie, il obtient son permis de pilote de l'aviation commerciale. Taco 110 runway 28, final approach course, continue inbound. Descend at pilot's discretion, maintain 4,000. Thank you, sir. Taco 110, 4,000. Le copilote Dionisio Lopez a plus de 12 000 heures de vol à son actif. Il a déjà travaillé avec le commandant Dardano à de nombreuses reprises. Le commandant Arturo Solle est un instructeur de vol pour TACA Airlines. Il est à bord afin d'évaluer la performance de ce nouvel avion. Le Boeing 737 de la série 300 a été livré à TACA Airlines à peine 2 semaines plus tôt. On s'inquiétait des dommages que la grêle allait causer parce que l'appareil était tout neuf. Le 737-300 est le dernier né de la série de bioréacteurs le plus populaire de l'industrie. Son design est plus aérodynamique que celui des modèles précédents. Il est aussi muni de moteurs dernier cri. Quand on vient de recevoir un nouvel avion de ligne qui vaut plusieurs millions de dollars, il est normal qu'on s'inquiète de l'état de la peinture. Tout est nouveau, alors les pilotes et la compagnie aérienne prennent sa condition à cœur. Pour une petite entreprise comme TACA, c'était très important. À 50 km de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, l'avion amorce sa descente. On avait l'impression d'avoir frappé un mur. Il y avait de fortes turbulences et beaucoup de bruit dans le poste de pilotage, parce qu'on entendait les grêlons rebondir sur l'avion. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad puesto. C'était terrible, parce qu'il y avait sans cesse des éclairs et l'avion se faisait malmener. Les turbulences étaient fortes. As flight attendants take their seats. Flight attendants, please take your seats. Soudainement, à moins de 5000 mètres d'altitude, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. Je n'avais jamais vécu ça. L'éclairage ne s'était jamais éteint durant des turbulences. C'était très étrange. Tous les voyants se sont éteints, les alarmes se sont déclenchées et tous les instruments ont cessé de fonctionner. J'ai essayé de reprendre le contrôle de l'avion en agrippant la manette de poussée, mais ça ne marchait pas. J'ai compris que les moteurs s'étaient éteints. Malgré l'extinction des moteurs, l'avion vole à une vitesse assez élevée pour planer. Mais ça ne durera pas longtemps, puisqu'il perd rapidement de l'altitude. Sans alimentation, tous les systèmes et instruments cessent de fonctionner. Et le vol 110 n'est plus visible sur l'écran radar de la tour de contrôle de la Nouvelle-Orléans. TACA 110, approach, say altitude. TACA 110, this is New Orleans approach control. How do you hear? Il est maintenant impossible d'entrer en contact avec l'appareil. C'était très silencieux. Les moteurs ne faisaient plus aucun bruit. Toutes les lumières étaient éteintes. J'avais l'impression d'être dans une petite pièce obscure. En moins d'une minute, le 737 perd près de 300 mètres d'altitude et sa chute se poursuit. Sans courant, il est impossible de redémarrer les moteurs. On avait très peu de temps pour trouver un endroit pour atterrir et pour décider quel genre de manœuvre on devait effectuer. Sans compter qu'on ne savait pas encore si les moteurs allaient redémarrer. L'altimètre et l'indicateur d'assiette fonctionnent à l'aide d'une batterie de secours, mais tout le reste est inutilisable. L'APU, ou groupe auxiliaire de bord, est une génératrice de secours qui alimente les instruments essentiels à la navigation. Malheureusement, son activation demande beaucoup de temps. Et à chaque seconde qui passe,
le vol 110 de TACA Airlines s'approche dangereusement de la surface de l'eau. C'était presque le silence total, mais on entendait la grêle sur l'avion. Je me suis dit, c'est terminé, on va s'écraser. Je vais mourir ici. Sans les moteurs, le nouvel avion dernier cri n'est plus qu'un planeur de 43 tonnes. On espérait que l'APU allait démarrer rapidement. On essayait de rétablir le courant alors qu'on planait au beau milieu d'une tempête. J'étais très soulagé quand les lumières se sont rallumées. J'ai cru que tout irait bien et que le problème n'avait été que temporaire. L'APU alimente les instruments de vol de l'appareil, mais les deux moteurs sont toujours éteints. Pour faire démarrer les puissants turboréacteurs à double flux, l'équipe doit suivre la procédure standard de redémarrage complet. L'APU peut redémarrer les moteurs, mais le processus est long. Ça ne prend que 30 secondes, mais ça semble être une éternité. Mayday to New Orleans. Get us out of this storm and onto our runway. Mayday, Mayday, TACA 110. We're in the middle of the storm, sir. We need vectors to the runway now, sir. We lost an engine. Both engines. Both engines, sir. Both engines. Understand? Both engines, TACA 110, roger. Le contrôleur aérien sait que pour éviter une catastrophe, l'avion doit atterrir au plus vite. Il faudra peut-être le diriger vers un autre aéroport. TACA 110, roger. Turn left, heading 280. Vectors to Navy calendar runway 22. Le vol 110 se trouve encore à une distance de 32 km de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Pour l'appareil en détresse, il est préférable d'atterrir à l'aéroport militaire à 27 km. Mais si les moteurs ne redémarrent pas, l'avion risque de toucher le sol avant d'atteindre la piste. 9:30, hit. À seulement 1500 mètres du sol, le moteur gauche redémarre. Speed. Okay, good job. Start working on the other one. L'appareil peut voler avec un seul moteur, mais dans de telles conditions climatiques, il serait plus sécuritaire d'avoir deux moteurs fonctionnels. Request a vector back to New Orleans. Okay, we have one engine back on. Request vectors to New Orleans. TACA 110, Wilco, fly heading 290. Vector around the thunderstorms to your right. Au même moment, le commandant Solé poursuit les manœuvres de démarrage du deuxième moteur. Here comes the other one. And here comes the other one. Speed. All right. And you got both of them. Les deux moteurs tournent. Tous les problèmes semblent réglés. Okay, sir, we have both engines back now. We really appreciate what you've done for us. We are going to go down to 310. Même si les deux moteurs fonctionnaient, on ne se sentait pas rassuré. C'était encore angoissant. Look, I don't feel any power. I don't feel any power. Quelque chose cloche. Les moteurs semblent bien fonctionner, mais ils n'exercent aucune poussée. Sucker's not started. Tout à coup, un voyant lumineux indique que les moteurs surchauffent. Ils brûlent de l'intérieur. Le commandant Dardano n'a d'autre choix. Le risque d'incendie le pousse à faire ce que tous les pilotes redoutent. Il éteint complètement ses deux moteurs.
Encore une fois, l'avion est privé de courant électrique et il chute à toute vitesse. On savait qu'il ne serait plus possible de redémarrer les moteurs. Il fallait trouver un endroit où atterrir. L'avion n'est plus qu'à 900 mètres du sol. À ce rythme, il n'atteindra pas la Nouvelle-Orléans. La visibilité s'améliore au moment où l'avion traverse les nuages orageux. Mais la pluie n'a pas cessé. Le commandant Dardano ne dispose que de 3 minutes pour trouver un endroit où atterrir. Je voyais seulement des marécages tout autour de nous. La Nouvelle-Orléans est entourée de lacs et de canaux, et elle est protégée des inondations par un système de barrières appelé digue. Ce n'est pas l'endroit idéal pour faire atterrir un 737. We don't have power on the engines. Taka 110, I'm going to vector you to Lakefront Airport. You're only 11 miles from Lakefront. I don't think I will make it. I don't have any power in the engines. I guess we'll have to go down. We're going to declare an emergency. We're going to have to decide where to put this thing. Taka 110, do you have visual reference to the ground at this time? Yes, sir. Taka 110, there is an interstate highway directly ahead of you at 12 o'clock and 7 miles. Let's see what it is. Atterrir sur l'autoroute est peut-être la seule solution. On aurait pu atterrir sur l'autoroute, mais on savait très bien qu'il y aurait beaucoup de voitures. J'ai refusé parce qu'on courait le risque de tuer des automobilistes. Ce n'était pas une option pour moi. 11 ans plus tôt, un appareil de la Southern Airways a dû se poser sur une autoroute de la Géorgie en raison de problèmes de moteur. L'écrasement a fait 9 victimes au sol et 63 autres à bord de l'avion. I don't think we're going to be able to make it there. You're 6 miles away from Lakefront Airport. Can you make it there? No, sir. We're at 2,000 feet and losing altitude. Une dernière solution s'offre à l'équipage. I guess I'm going to have to make a ditching here, sir. L'équipage décide de tenter le tout pour le tout en procédant à un amérissage. Taka 110, Roger. Whatever you need to do, sir. C'est la dernière communication qu'on a établie avec la tour de contrôle, parce qu'on était à seulement 450 mètres du sol. This is New Orleans Tower. We have an inbound 737 probable ditching. 45 souls on board. La garde côtière est déployée lorsqu'elle apprend que l'équipage du vol 110 prévoit amérir sur un canal près de la Nouvelle-Orléans. OK. There. Put it down softly. Tous les passagers de l'avion se disaient qu'ils n'en sortiraient pas vivants. Il ne reste pas plus d'1 minute avant que l'appareil touche le sol. Le commandant de bord Dardano cherche l'endroit le plus approprié pour amérir lorsqu'une autre solution se présente. Look at that one over there. Lopez a remarqué qu'il y avait une digue parallèle au canal dans lequel on allait amérir. Yes, boss. La digue est plus courte et plus étroite qu'une piste d'atterrissage, mais elle semble plus sécuritaire que le canal. That's where we're going to go in. You got it, my friend. Ils doivent agir très rapidement. Prepare the cabin. Je ne peux pas dire que j'étais effrayé. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Il fallait préparer la cabine. La cabeza entre las rodillas y agarren los tobillos. Je devais rester en position d'écrasement, mais c'était extrêmement douloureux parce que je venais de me faire opérer. J'avais de nombreux points de suture sur le ventre. Les passagers n'ont que quelques secondes pour se préparer. Les passagers devaient enlever leurs chaussures et leurs bijoux et les déposer sous le siège devant eux. On a fait tout ce qui était inscrit sur la liste de vérification en cas d'urgence. Comme le vol 110 vole à trop basse altitude, il n'est plus visible sur l'écran radar du contrôleur aérien. Ce dernier demande aux autres pilotes s'ils aperçoivent l'appareil. 6 to Kilo Alpha. If you could check your east just slightly to the south 3 to 4 miles, we lost an aircraft down there, 737.
If you could let me know what you see. Roger. Kilo Alpha to 6. I'll see what I can do. C'est en retournant à mon siège que j'ai réellement eu peur. J'étais terrifié. Okay, put the gear down. All right. Mais le commandant Dardano dirige toujours son avion vers le canal. La digue était à notre droite. S'il veut atterrir sur la digue, il devra effectuer un brusque changement de cap en exécutant une manœuvre risquée connue sous le nom de glissade. Il fallait effectuer un glissement pour s'aligner avec la digue et atterrir de façon sécuritaire. Cette manœuvre est habituellement réservée aux petits appareils et aux planeurs, et non au Boeing 737 de 43 tonnes. Mais le commandant n'a pas d'autre choix. J'ai prié. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Seulement 210 mètres séparent l'avion du sol. Comme les moteurs ne fonctionnent plus, l'équipage ne pourra ralentir l'avion à l'aide des inverseurs de poussée. Sans compter que pour le commandant Dardano, la tâche est encore plus difficile puisqu'il n'a qu'un œil. Sa vision réduite l'empêche d'évaluer la profondeur alors qu'il fonce à toute vitesse sur la mince bande de terre détrempée. Je m'attendais vraiment à ce que l'avion explose. Mentalement, je m'étais préparée au pire. Et j'avais fait mes adieux à ma famille. Un haut mur de ciment précède la digue qui est bordée d'un remblai abrupt à sa gauche. L'espace ne sera peut-être pas suffisant pour permettre à l'avion d'atterrir. Aquí te tengo, baby. Aquí te tengo. On a touché le sol une roue à la fois. L'atterrissage a été brutal. Si nos ceintures n'avaient pas tenu le coup, on aurait été projetés dans les airs. Le terrain est détrempé et l'avion risque de déraper dans l'eau. J'essayais de maîtriser l'avion pour ne pas empirer la situation. J'ai évité d'appuyer brusquement sur les freins. Les déporteurs étaient sortis et on se disait « On a réussi, on a réussi ». Very good. Very good. Very good, Charlie. Very good, my friend. J'étais surpris. L'atterrissage n'a pas été délicat, mais il était réussi. C'était merveilleux d'être en vie. L'atterrissage était spectaculaire. L'appareil s'est posé tout doucement, sans aucune turbulence. C'était un atterrissage parfait. Je crois que c'est le plus bel atterrissage de ma carrière. J'ai regardé à l'extérieur et il n'y avait pas de flamme. J'ai décidé d'ouvrir la porte et de déployer la glissière d'évacuation. On nous a dit de sortir de l'avion avant qu'il explose. Le contrôleur aérien de la tour de la Nouvelle-Orléans n'a aucune idée du sort qu'a connu le vol 110. Heureusement, l'équipage d'un autre appareil lui transmet la bonne nouvelle. Kilo Alpha to 6. Everything looks okay. Looks like you did a pretty good job. They made it. You're not going to believe where they are. Pour la première fois de l'histoire, un Boeing 737 sans aucun moteur fonctionnel a réussi à se poser à l'extérieur d'un aéroport. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir pourquoi les deux moteurs sophistiqués de ce nouvel appareil se sont éteints en plein vol.
L'équipage du vol 110 de TACA Airlines a réussi ce que les pilotes appellent un atterrissage sans moteur. L'appareil s'est posé sur une digue située sur un terrain appartenant à la NASA. L'usine de Michoud produit des pièces pour les navettes spatiales. L'évacuation s'est faite rapidement. On est tous sortis sans perdre de temps et on s'est laissé tomber sur la glissière. Des infirmières qui étaient à bord de l'avion sont venues me rejoindre sur la digue. Elles ont vérifié l'état de mes points de suture. No major injuries, just one person that had an operation, but she's okay. To New Orleans. Une ambulance est arrivée sur les lieux pour me conduire à l'hôpital. We have to thank God. That's right. Yes. And also our captain, because he kept the calm. That's right. I'm going to call the captain. Now that's not something you see every day. Quelques heures après l'atterrissage d'urgence, des enquêteurs arrivent sur les lieux pour inspecter l'appareil. C'est extraordinaire de voir un avion de ligne atterrir sur une digue sans subir aucun dommage. C'est une scène presque incroyable. A couple of questions for you, but first thing I'd like to say is, nice landing. So, tell me, when did the engine trouble start? Dès leur arrivée, les enquêteurs rencontrent l'équipage pour connaître la chronologie des événements au moment de l'extinction des moteurs. We were descending through 16.5 when both our engines flamed out at the same time. Les chances que les deux moteurs cessent de fonctionner au même moment sont infimes. Cet appareil était muni d'un des modèles de moteurs les plus perfectionnés et répandus dans le monde. Il s'agit du CFM56 que l'on retrouve non seulement sur le Boeing 737, mais aussi sur les Airbus et les avions militaires. Le CFM56 est une pure merveille d'ingénierie. Il y en a des milliers en fonction partout sur la planète et il ne tombe jamais en panne, ou presque. Pourtant, sur le même appareil, les deux moteurs CFM56 sont tombés en panne au même moment. Les enquêteurs doivent absolument en connaître la cause. I haven't flown through too many storms that intense. Leur première piste, les conditions météorologiques. L'extinction de deux moteurs en plein vol est très rare. Le but de l'enquête était bien sûr de savoir pourquoi ça s'était produit. Était-ce à cause de la météo, des précipitations comme la pluie et la grêle? Tell me about the storm. The winds were fierce. There was so much rain and hail, we could barely see out the window. Le fuselage bosselé révèle que l'appareil a été touché par des grêlons de plus de 2 cm de diamètre. Si la grêle était assez violente pour abîmer le revêtement extérieur, les enquêteurs se demandent si elle n'aurait pas endommagé les moteurs. Les turboréacteurs à double flux sont munis d'un système de ventilateurs et d'aubes. À leur extrémité, un grand ventilateur fait pénétrer l'air à l'intérieur et par la suite, l'air est comprimé par les aubes et mélangé au carburant. Ce mélange s'enflamme en faisant tourner les turbines à l'intérieur du moteur. On doit d'abord retrouver les pièces principales et inspecter les deux extrémités des moteurs pour vérifier s'il y a des dommages. Quelque chose peut avoir pénétré à l'intérieur ou encore une pièce peut s'être brisée dans le moteur. Pour examiner l'intérieur des turboréacteurs, ils se servent d'un endoscope. On place une petite caméra au bout d'un instrument flexible qui nous permet d'examiner la partie chaude du moteur. No hail damage to the compressor that I can see. Keep going deeper. Let's see what's at the center. Les turbines profondément enfouies dans le moteur sont calcinées. Look at this. Turbines are almost completely melted. Quand un moteur surchauffe sur une période suffisamment longue, les aubes de turbine finissent par fondre. So when did you get the temperature warning? The engines started to overheat right after we started them.
Si les turbines sont endommagées et que les aubes ont fondu, le moteur n'exerce plus de poussée. Mais les turbines calcinées n'expliquent pas l'extinction des moteurs. Pour une raison encore inconnue, les deux moteurs du vol 110 se sont éteints. Ils ont redémarré et ensuite, ils ont brûlé. Mais pour l'instant, les enquêteurs doivent régler un problème plus pressant. L'appareil s'enfonce dans le sol. It can't stay here much longer. Maybe NASA has some ideas. La digue n'a pas été conçue pour supporter un poids de 43 000 kilos. Les avions de ligne supportent un poids énorme sur une petite aire de contact. S'ils restent au même endroit pendant 3 jours, il est probable que les roues s'enfoncent. La digue était à peine assez grande pour permettre au 737 d'atterrir. Alors retirer l'appareil pourrait s'avérer encore plus difficile. Il y avait 3 façons de retirer l'avion de la digue. Ils pouvaient le faire décoller, le démonter ou le poser sur une barge. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Démonter l'appareil risque de l'endommager davantage. Leur décision est prise. Tenter de faire décoller l'appareil. Avant de faire voler l'avion, ils devaient s'assurer que les 2 moteurs étaient assez fiables pour se rendre à destination. Ils ont dû remplacer le moteur droit parce qu'il était beaucoup trop endommagé. Il était irrécupérable. Le gauche avait seulement besoin d'être révisé. Après le remplacement du moteur droit, des pilotes d'essai font décoller l'avion à destination de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, à 24 km de la digue. It's a good safe operation that we're doing here today. We can accelerate up to virtually to takeoff speed, and then if we decided to stop, why we could stop the airplane. Sans passagers et avec une quantité réduite de carburant, l'appareil est plus léger. Il atteint la vitesse de décollage après avoir parcouru 365 mètres seulement. L'enquête sur le lieu de l'atterrissage d'urgence est close. Quand un avion atterrit d'urgence dans un endroit inhabituel et qu'il est toujours intact, il est très rare qu'il redécolle de la sorte. Ils ont eu beaucoup de chance. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir la cause de l'extinction des moteurs en vol. Si la pluie en est responsable, des milliers d'autres avions pourraient subir le même sort. C'était très étonnant parce que ces moteurs étaient d'une fiabilité exemplaire. Ils ne pouvaient pas s'éteindre à cause d'un simple orage. Qu'est-il arrivé? Les moteurs CFM56 sont conçus pour résister aux fortes pluies. La plupart des gouttes de pluie ne pénètrent pas à l'intérieur du moteur. Mais si de l'eau réussit à entrer, elle s'évapore ou elle est évacuée à l'extérieur du moteur. Les moteurs ont été envoyés aux installations d'essai de General Electric, en Ohio, où ils font des essais d'ingestion d'eau. Si un défaut de conception a provoqué l'extinction des moteurs, il doit rapidement être découvert. Les enquêteurs espèrent que ces essais d'ingestion d'eau les éclaireront. Une fois sur place, les moteurs ont subi les mêmes tests effectués par la FAA, l'autorité nationale en matière d'aviation, qui les avait approuvés. Okay, let's see what they can handle. Durant les essais, des buses pulvérisent de l'eau dans l'entrée des moteurs. Les proportions d'eau et d'air sont calculées très précisément pour reproduire les conditions de vol. Après tous ces examens rigoureux, les moteurs fonctionnent toujours. Tout s'est bien passé. Les moteurs étaient intacts. Quelque chose d'autre clochait. Il fallait analyser la situation en profondeur. Un autre phénomène météorologique s'était-il produit? We lost an engine. Both engines. Both engines, sir. Les enquêteurs analysent en détail les données recueillies sur la tempête qu'a traversé le vol 110 de TACA. That was more than a thunderstorm, it was a hailstorm. Dans le cas du vol 110, il y avait un système frontal au nord, des vents très puissants
et un cisaillement vertical qui ont provoqué la chute de grêle. Les tempêtes de grêle ne sont pas fréquentes dans les latitudes sud. C'était hors du commun. Les enquêteurs savent que les moteurs résistent à l'ingestion d'eau, mais ils ignorent les conséquences de l'ingestion de grêle. La grêle se forme dans les orages. Au début, c'est une goutte de pluie qui atteint le point de congélation et qui se transforme en glace. Comme elle est plus lourde, elle redescend sous le point de congélation. Une nouvelle couche d'eau l'enveloppe et elle remonte dans le courant ascendant. La goutte gèle de nouveau. En fait, les grêlons sont des particules entourées de plusieurs couches de glace. Les enquêteurs apprennent que les moteurs du 737 sont conçus pour résister aux grêlons d'une certaine dimension. Les normes de la FAA s'appliquent à des grêlons d'un diamètre de 2,5 à 5 cm. Mais certains grêlons qui ont atteint le fuselage du vol 110 étaient plus petits. Ils ont pu traverser le ventilateur et les aubes du compresseur pour s'accumuler à l'autre extrémité du moteur et y fondre. Les grêlons ne sont pas censés nuire au fonctionnement du moteur. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs calculent quelle quantité de grêle a pu pénétrer dans le noyau central du moteur, de même que la quantité d'eau que la fonte de la glace a pu produire. La théorie selon laquelle l'excès d'eau aurait pu nuire au bon fonctionnement des moteurs est mise à l'épreuve. Les experts procèdent à de nouveaux essais d'ingestion d'eau en augmentant la quantité pulvérisée pour reproduire l'effet de la grêle. Ils se sont dit que cette quantité d'eau serait peut-être suffisante pour éteindre les moteurs. Ils ont fait les tests à grande vitesse. Et là encore, aucune défaillance. Il est possible que quelque chose d'exceptionnel se soit produit dans la marche du moteur lui-même, en causant la perte de puissance des moteurs. Les données de performance des moteurs recueillies par les enregistreurs de données de vol mettent les enquêteurs sur une nouvelle piste. Just before the flame-out, engine power was down to 35%. TACA 110 runway 28, final approach course, continue inbound, descend at pilot's discretion, maintain 4,000. Thank you, sir. TACA 410, 4,000. They had just started their descent. Thank you, sir. TACA 110, 4,000. Quand l'équipage amorce l'approche finale en direction de la Nouvelle-Orléans, les moteurs réduisent automatiquement leur poussée pour ralentir en vue de l'atterrissage. À un réglage de puissance plus faible, il est possible que les moteurs n'aient pas pu supporter une telle quantité d'eau. Les essais d'ingestion d'eau respectaient les normes de la FAA, mais ils ont été effectués à grande vitesse, alors que le vol 110 avait commencé sa descente. Ils reprennent leurs essais, mais cette fois avec moins de puissance des moteurs. So we want to see what happens when we add the same amount of water, but with the engines powered down to 35%, okay? Les tests leur ont permis de comprendre que c'était grâce à leur vitesse élevée que les moteurs pouvaient résister à une telle quantité d'eau et de grêlons. Une fois les moteurs en régime de ralenti, ils n'ont pas tenu le coup et se sont éteints. Les résultats étaient complètement différents. On connaît maintenant la cause de l'extinction des moteurs. À une vitesse relativement basse, les grêlons qui se déplacent à une certaine vitesse peuvent réussir à se glisser entre les aubes du ventilateur et à pénétrer dans le noyau central du moteur.
La grêle et l'eau se sont infiltrés dans les moteurs et ont causé leur extinction. Mais un mystère demeure. Que s'est-il passé après le redémarrage des moteurs? Qu'est-ce qui explique leur surchauffe et leur extinction? Quand l'équipage du vol 110 s'aperçoit que les deux moteurs sont éteints, il sait qu'il doit agir vite. Pour qu'il redémarre, l'APU doit être enclenché. Comme les moteurs ne tournent plus, l'ingestion d'air et d'eau est interrompue, mais le succès de la manœuvre n'est pas garanti pour autant. Si les conditions ne sont pas appropriées, il peut se produire un démarrage chaud, qui survient quand il y a trop de carburant dans le moteur par rapport à la quantité d'air qui y entre. La flamme atteint les turbines et crée une surchauffe. Après avoir examiné tous les rapports de l'enregistreur de données de vol, les enquêteurs concluent que la surchauffe et l'extinction des moteurs sont la conséquence d'un démarrage chaud. Mayday, Mayday, Tucker 110. We lost an engine. Both engines. Both engines, sir. Both engines. Il y avait trop de carburant dans les moteurs, mais le commandant Dardano n'a pas eu le temps de procéder au délestage. Il a appuyé sur l'interrupteur d'allumage. Si le synchronisme n'est pas parfait, il va certainement y avoir un démarrage chaud. Je ne crois pas que le pilote aurait pu faire mieux dans ces conditions. L'avion allait s'écraser. Les pluies fortes et la grêle ont paralysé un avion de ligne moderne. La catastrophe a été évitée de justesse. Les enquêteurs doivent s'assurer qu'un tel accident ne se reproduise pas. Une des forces de la sécurité aérienne réside dans la collaboration de tous les intervenants pour trouver des solutions. L'incident du vol 110 a exigé un changement dans la conception des moteurs. Pas une refonte en profondeur, mais quelques modifications. Et ce, grâce à tous ceux qui ont participé à l'enquête. La forme du nez du rotor du moteur et l'espacement entre les aubes du ventilateur sont modifiés pour empêcher la pénétration des grêlons. Des trappes de décharge sont aussi ajoutées pour une meilleure évacuation de l'eau des moteurs. Un incident comme celui-là ne s'est jamais reproduit et des milliers d'avions munis des moteurs CFM56 volent tous les jours. Un an après l'atterrissage d'urgence, tous les 737-300 volent avec les moteurs modifiés. L'avion qui a atterri sur la digue a repris du service un mois après l'accident. Look at that one over there. That's where we're going to go in? You got it, my friend. Dans le milieu de l'aviation, tout le monde vante les exploits de l'équipage du vol 110. À la dernière minute, quand ils allaient amérir dans le canal, ils ont vu la digue et ils ont saisi l'occasion d'atterrir sur la terre ferme. C'était la décision à prendre. Les enquêteurs croient que le sang-froid et la détermination du commandant de bord ont permis d'éviter une terrible catastrophe. Les médias traitent Dardano en héros. Passengers that day were overjoyed. Dardano and his crew kept the calm. And because of that, 45 people who rode that plane are alive today. La tradition familiale des Dardano se poursuit. Le fils et la fille de Carlos ont suivi les traces de leur père. Ils sont tous les deux pilotes. Quand j'ai reçu une balle en plein visage, j'étais furieux parce que j'ai perdu la vision d'un œil. Puis j'ai survécu à cet accident et il n'y a eu aucun blessé. 20 ans plus tard, j'ai encore une carrière bien remplie et une belle vie. La vie a ses raisons que la raison ne connaît point.